Le 20 août 1975 fut pour beaucoup de savants un jour tout à fait exceptionnel. Ce jour-là marquait le départ de la mission Viking 1 vers la planète Mars. Pendant que les équipes de techniciens s'installaient devant leurs ordinateurs, leurs appareils et leurs écrans, on procédait à la dernière vérification du véhicule spatial. Tout était prêt, le compte à rebours avait commencé. Une aventure spatiale de la plus haute importance était entreprise pour démontrer une fois pour toutes que, dans les conditions voulues, la vie pouvait se développer à partir d'une matière inanimée. La loi fondamentale de la biologie affirme que la vie ne peut provenir que de la vie. Pourtant, de temps à autre, quelques savants avancent que peut-être la vie pourrait surgir à partir de matière inanimée. Au Moyen-Âge, par exemple, le monde scientifique était convaincu que la vermine et les mouches provenaient directement des tas d'ordures et des détritus. Cette croyance était tellement ancrée dans les esprits que le célèbre savant italien Francesco Redi dut démontrer en 1668, au moyen d'une expérience simple, que la vermine et les mouches se reproduisaient certes sur les détritus, mais n'en provenaient pas. Il plaça un morceau de viande dans 3 flacons, boucha le premier avec un bout d'étoffe mince, le second avec un morceau de papier, et laissa le troisième ouvert. Bientôt, des mouches s'introduisirent dans le flacon ouvert et s'installèrent sur la viande en décomposition. D'autres, ne pouvant entrer dans le flacon bouché par le chiffon, pouvaient cependant sentir l'odeur de la viande et s'installèrent sur le chiffon. Le papier couvrant le troisième flacon empêchait à la fois d'entrer et de sentir la viande. Aussi n'en approchèrent-elles pas. Au bout de quelque temps, de petits vers apparurent sur la viande dans le flacon ouvert et de même sur le chiffon qui bouchait le deuxième flacon. La viande en décomposition dans le troisième, bouchée par du papier, ne renfermait aucun ver. Il devint donc clair pour les savants que les mouches avaient pondu leurs œufs sur la viande du flacon ouvert et que les vers en étaient nés. Comme les mouches ne pouvaient atteindre la viande du deuxième flacon couvert d'un chiffon, mais qu'elles la sentaient, elles déposèrent leurs œufs sur le chiffon. Le flacon bouché avec du papier ne dégageait aucune odeur de viande et n'attira donc pas les mouches. Ce flacon ne produisit aucun ver. 2 siècles plus tard, cependant, il y avait encore des savants pour croire à la génération spontanée. Mais cette fois, il s'agissait du monde microscopique des bactéries et des algues. Elles semblaient ne venir de nulle part, et beaucoup de gens croyaient qu'elles étaient produites par la matière sur laquelle on les trouvait. Louis Pasteur, l'un des plus grands savants de tous les temps, n'était pas de cet avis. Il était convaincu pour sa part que la loi fondamentale de la biologie, la vie seule peut produire la vie, s'appliquait aussi bien aux bactéries qu'à la vermine et aux mouches, et finalement à l'ensemble du monde vivant. Aussi fit-il une expérience devant une assistance d'ailleurs complètement sceptique. Il prit un premier flacon, y introduisit un bouillon de culture, stérilisa et scella le tout. Aucune bactérie n'apparut dans ce milieu. Il prit un second flacon, muni d'un col en forme d'S. La poussière et les particules porteuses de bactéries restant bloquées dans le col, aucune bactérie n'atteignit le bouillon. Le monde des savants fut obligé de s'incliner devant les faits. Un siècle plus tard, on croit à nouveau que la vie peut naître à partir de matière inanimée. Cette fois-ci, on s'imagine qu'il y a très très longtemps, la première forme de vie a été générée à partir de gaz et de substances chimiques. Voilà pourquoi, ce 20 août, tous les yeux étaient fixés sur Mars, car son atmosphère et son climat, bien qu'extrêmement froids et secs, rappellent plus que sur aucune autre planète ceux de la Terre. Il semblerait que Mars, sorte de laboratoire naturel flottant dans l'espace, pourrait apporter la réponse à la question de savoir si la vie peut naître de la matière inanimée.
Ainsi, on ne douterait plus que la vie ait pu se former sur la Terre, pour peu que l'on découvrît des traces de vie ailleurs. La fusée spatiale Viking emportait à son bord un des miracles de la technologie moderne. Un laboratoire scientifique miniaturisé, dans un cube de 30 cm de côté, capable de mener à bien toutes les expériences que fait un laboratoire d'une grande université moderne. Cet appareil prodigieux se posa sur la surface de Mars et les expériences commencèrent. L'appareil pouvait prélever des morceaux du sol, les analyser avec ses instruments ultra perfectionnés et envoyer les résultats vers la Terre. Les savants étaient sûrs que même si la vie n'y existait plus aujourd'hui, elle avait existé autrefois. On apercevait sur la surface de la planète des traces d'eau. Signe, pensait-on, qu'il y aurait eu des conditions semblables à celles qu'on croyait avoir originellement existé sur la Terre. Les savants étaient impatients d'analyser les résultats qui parvenaient en grand nombre dans la salle de contrôle. Alors survint le choc, quelque chose de plus amer qu'une déception. Une déconvenue peut-être analogue à celle que subirent leurs devanciers lors de l'expérience de Pasteur. Ils étaient tellement convaincus que la vie pouvait provenir de la matière non vivante qu'il leur paraissait quasiment inconcevable que le sol martien fût stérile. On n'y trouvait non seulement aucune trace de vie, mais encore aucune preuve que la vie y eût jamais existé. On vérifia plusieurs fois les résultats, mais la réponse fut chaque fois la même. Pour s'assurer de n'avoir rien négligé, on organisa une seconde mission. Et l'envoi dans l'espace de Viking 2, le 9 septembre 1975, ranima les espoirs de certains savants. Les nouveaux résultats ne les confortèrent pas davantage, car ils confirmaient qu'aucune forme de vie n'avait pu exister sur Mars. On commença bien sûr à se poser des questions. Des sommes énormes avaient été dépensées, et les partisans de l'évolutionnisme se trouvaient toujours plus incapables de fournir des preuves concrètes à l'appui de leur théorie. L'investissement n'avait été d'aucun rapport. L'argent des contribuables semblait avoir été utilisé pour essayer de justifier la croyance de certains savants en une théorie dépourvue de base scientifique. On entendit même dire que ces résultats entraînaient l'abandon pur et simple de la notion de génération spontanée et d'évolution. Le présent film commence donc au stade où se sont arrêtés Viking 1 et Viking 2. Des savants qui ont examiné de près certains aspects de la théorie de l'évolution sont interrogés pour nous faire découvrir quelle est la situation actuelle. Bien des gens s'imaginent que les fossiles d'animaux sont la preuve qu'une évolution s'est produite dans le passé. Afin de déterminer si tel fut vraiment le cas, interrogeons la science qui étudie les fossiles, c'est-à-dire la paléontologie. Le professeur Roberto Fondi est un spécialiste de paléontologie, qu'il enseigne au département des sciences de la Terre à l'université de Sienne, en Italie. Parmi ses nombreuses activités, il en est une qui l'amène à être conseiller scientifique dans la reconstitution des animaux préhistoriques. Peut-être serez-vous surpris d'apprendre que l'hypothèse fondamentale sur laquelle repose la pensée évolutionniste n'est absolument pas confirmée par la paléontologie. Quelle est cette hypothèse? En premier lieu, que des cellules vivantes puissent provenir, par génération spontanée, de matière non vivante. Cela signifierait qu'à la suite d'une chaîne de réactions chimiques au sein d'une soupe primitive hypothétique, une cellule vivante serait apparue. Ensuite, que ces cellules se seraient regroupées en colonies, après une longue période de temps, pour former des structures multicellulaires complexes. Ces structures sont également supposées s'être transformées, au fil des temps, en animaux et finalement en hommes. Selon cette hypothèse, les ancêtres de toutes les créatures vivantes, y compris l'homme, remonterait à une seule cellule. Cette ascendance est représentée sous forme de gigantesques arbres généalogiques, aux branches innombrables sortant d'un même tronc,
dont les racines plongent directement dans la matière inanimée. Et la paléontologie ne confirme-t-elle pas cette hypothèse? Pas du tout. Tous les groupes biologiques, depuis la bactérie et l'algue bleue jusqu'à l'homme, apparaissent d'un seul coup dans le registre des fossiles, sans aucun lien qui les unisse entre eux. Pourquoi alors tant de gens croient-ils que les fossiles sont une preuve de l'évolution? L'évolution est enseignée aux enfants et présentée aux adultes comme un fait vérifié et démontré depuis si longtemps qu'on perdrait son temps ou même qu'il serait ridicule de le mettre en question. Dans mes 2 livres, Après Darwin et la révolution organiciste, je donne les noms de savants bien connus, tels que George Gaylord Simpson et Stephen Jay Gould de l'université de Harvard, qui croient vraiment que l'évolution est un fait incontestable. Il est pourtant d'autres savants, tout aussi connus, qui croient en l'évolution tout en admettant qu'il n'en existe pas de preuves à l'appui, comme par exemple Émile Guillemot de l'Université de Genève et J.A. Kerkut de l'Université de Southampton. Alors, quelle est la vérité en définitive? Eh bien, il existe un livre qui raconte l'histoire du passé. Ce sont les roches et les restes fossilisés qu'elles contiennent. Il appartient aux paléontologues de déchiffrer ce livre et de donner la réponse. Et que lisez-vous dans ce livre, professeur? Il est clair qu'après 2 siècles environ de recherches très poussées, la preuve paléontologique sur laquelle devrait reposer la théorie de l'évolution est non seulement rare, mais grandement sujette à caution. Car enfin, si l'évolution avait réellement eu lieu, on devrait en trouver des preuves abondantes et incontestables. Les musées devraient regorger de fossiles représentant clairement les transitions entre les différents groupes biologiques. Eh bien, pas du tout. En outre, rien n'indique que cela va changer à l'avenir. Les quelques fossiles qui prétendent montrer une sorte de lien évolutionniste, tels que les amphibiens Ichthyostega et Seymourria, le reptile Probainognathus, l'oiseau Archaeopteryx et le singe australopithèque appelé Homo habilis sont loin d'être concluants. Et la prétendue évolution de l'homme? L'idée d'une évolution graduelle de l'homme à partir de créatures telles que les singes australopithèques est sans aucun fondement et doit être absolument rejetée. L'homme n'est pas le chaînon le plus récent dans la longue chaîne de l'évolution. Il représente un type, ou taxon, qui a existé sans aucun changement substantiel depuis sa première apparition. La justification de ce que j'avance se trouve clairement développée dans mes livres. Quelle est donc votre conclusion, professeur? Celle-ci, simplement. On ferait beaucoup plus de progrès en biologie et dans les autres disciplines si l'on voulait bien sortir des impasses du mythe évolutionniste pour en revenir aux méthodes fécondes de la morphologie d'Aristote, de Linné, de Cuvier et de quelques autres. La biochimie étudie l'essence même de la vie et sa structure. Elle pénètre à l'intérieur même de la matière, dans le noyau de la cellule vivante. De nos jours, nul n'est aussi qualifié que le savant biochimiste pour nous révéler si une forme d'organisme vivant pourrait se transformer en une autre forme. Voici donc le professeur Sermonti, généticien, biologiste moléculaire et biochimiste de renommée internationale. Demandons-lui ce qu'il pense de l'évolution. Professeur, à la lumière de la biologie moléculaire moderne, comment voyez-vous la théorie de l'évolution? Les nouvelles découvertes en biologie moléculaire ont fortement modifié nos idées sur bien des questions, notamment sur celle d'évolution.
De quelle façon, plus précisément? Les résultats obtenus en biologie moléculaire et en génétique ont montré que ce que prétend l'évolutionnisme, à savoir que les mutations se trouvent renforcées par la sélection naturelle, est tout simplement erroné. La sélection naturelle ne fait qu'éliminer les nouveautés entraînées par les mutations. La sélection naturelle a un effet stabilisateur sur la vie. Pourtant, les fossiles montrent que les animaux et les plantes étaient différents autrefois. Ils ont donc dû changer. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur de croire que si les êtres vivants étaient différents autrefois comparés à ceux d'aujourd'hui, ces derniers seraient dérivés de ceux qui ont disparu, qui se sont tout simplement éteints. Les anciens organismes n'ont pas donné naissance à de nouveaux êtres en disparaissant. Sur ce point, dirais-je, tous les biologistes sont d'accord. Aucun ne soutient que les mammifères dérivent des dinosaures. À l'évidence, ce n'est pas possible. C'est une conception absolument erronée. Le fait d'observer dans le passé l'existence d'êtres vivants différents ne signifie nullement que nous en dérivions. La théorie de l'évolution prétend que certains organismes encore plus primitifs que les bactéries auraient évolué jusqu'à l'homme, durant un laps de temps considérable. Que pensez-vous de cette croyance, professeur? Mais c'est ridicule, c'est impossible. Rien ne permet à un petit organisme de se transformer en homme. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce qui nous apparaît comme un organisme simple est en fait une réalité biologique très complexe. Même les bactéries possèdent une structure génétique et biochimique à ce point complexe qu'elles ne peuvent dériver de formes simples. Cela signifie-t-il que tout ce qui est vivant a toujours été complexe depuis l'origine? Parfaitement. C'est ce que montrent précisément la biologie moléculaire et la génétique. La complexité existe dès les origines. Par exemple, l'étude que nous avons entreprise du noyau de la cellule montre que le système responsable de la production des enzymes, sans lesquels la synthèse des protéines ne peut se faire, est identique depuis la bactérie jusqu'à l'homme. Puisque les mêmes types principaux de créatures et de plantes existent aujourd'hui comme dans le passé, il est clair que le même mécanisme complexe de la vie a existé depuis l'origine. C'est pour le généticien la meilleure preuve que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu. Une dernière question, professeur. Quand donc l'homme a-t-il fait son apparition? L'homme? Il n'existe aucune preuve que l'homme provienne de quelque autre animal antérieur. Ce que nous pouvons dire en observant les chromosomes ou l'ADN de l'homme et en les comparant à ceux des autres espèces, c'est que l'homme est un être original. Il ne dérive d'aucune autre espèce. La génétique refuse absolument l'idée que l'homme serait une créature récente provenant d'une forme primitive différente. Un des problèmes auxquels se heurte le géologue est celui de l'arbre fossile, dont il existe quelques exemplaires en Australie, en Amérique et ailleurs. On peut en voir qui traversent verticalement plusieurs épaisseurs de houille.
En voici par exemple un qu'on trouve dans une mine de charbon de Birmingham en Amérique. Certains ont jusqu'à 12 mètres de long et traversent plusieurs bancs de roches. Ce schéma donne une idée de tel cas. Ce qui est curieux, c'est qu'on nous dit qu'un seul de ces bancs aurait pu mettre des millions d'années pour se former. Si c'était le cas, cela aurait donc duré des millions d'années pour enterrer un arbre. Ce n'est pas possible, car l'arbre aurait pourri ou serait décomposé bien avant d'être complètement enterré. Comment alors expliquer ces fossiles? Un savant s'est penché sur ce problème, et l'épisode que vous allez voir vous donnera une idée des implications de son étrange et passionnante découverte. Pour suivre l'explication, il faut bien comprendre la différence entre une couche et un banc. Ici, vous voyez des bancs de couleur orange, jaune ou bleu. Dans chaque banc, vous pouvez apercevoir plusieurs strates. Ce que vous ne pouvez pas voir, par contre, ce sont les couches de sédiments. Vous ne pouvez les voir, car lorsque chaque couche de sédiments arrive, elle se divise en bancs, comme ce que vous voyez. Si vous pouviez voir les couches, elles ressembleraient en gros à ceci. À la fin du film, vous comprendrez pourquoi il est essentiel de comprendre la différence entre les bancs et les couches. Non seulement vous aurez la solution au problème de l'arbre fossile, mais cela vous expliquera aussi pourquoi la théorie de l'évolution s'effrite. Les roches, un véritable drame. Qu'y a-t-il de si important à propos de ces roches? Ce ne sont pas n'importe quelles vieilles roches. Elles sont composées en majorité de petites particules de sédiments. On les appelle des roches sédimentaires. En fait, elles recouvrent les 3/4 des terres du globe. Chose curieuse, elles ont toutes été formées sous les eaux. Lorsque le niveau de l'eau a baissé, les sédiments ont été exposés à l'air libre. Ils ont séché et sont devenus des roches. Regardez cette falaise. Vous voyez qu'elle est divisée en bancs. Le banc de grès a été coloré en jaune, le banc d'argile en bleu, celui de calcaire en orange. Chaque banc se divise lui-même en strates. Ces lignes horizontales sont des strates. Afin de comprendre l'histoire incroyable que ce film va vous présenter, il faut examiner de près ces strates. Elles sont disposées de façon rigoureuse. Les grosses particules se réunissent dans la partie inférieure de la strate, alors que les plus fines se déposent dans la partie supérieure. Cette disposition se retrouve à tous les niveaux des bancs. Quelquefois, on aperçoit une cassure ou un joint entre la strate inférieure d'un banc et la strate supérieure du banc immédiatement en dessous. Cela s'appelle un joint de stratification. Depuis un certain temps maintenant, on soupçonne que ces roches ont un secret. La découverte de ce secret aboutira à un changement de nos idées sur un sujet des plus importants, celui des origines de l'humanité. L'un des premiers experts en roches sédimentaires était allemand. Il s'appelait Johannes Walter. Alors qu'il séjournait en Italie à la fin du siècle dernier, il examina des sédiments dans la baie de Naples. En creusant verticalement dans les sédiments de la baie, il découvrit que les bancs qui reposaient les uns sur les autres suivaient le même ordre que ceux qui se trouvaient les uns à côté des autres, horizontalement. L'ordre des bancs qu'on pouvait voir les uns à côté des autres, en allant de la côte vers la pleine mer, était le même que l'ordre des bancs verticaux. Il se rendit compte qu'on se trompait en affirmant que le banc du fond était nécessairement plus ancien que celui du dessus. Il devenait clair que tous les bancs, ceux du dessus, ceux du milieu et ceux du fond, étaient encore en train de se former.
ils se formaient latéralement. Ainsi, une partie du banc supérieur avait le même âge qu'une partie du banc inférieur. Assez rapidement, Walter comprit la cause de cette formation latérale des bancs. Les particules de sédiments se déversant dans les mers, apportées par les rivières, les inondations et le vent, se trient entre elles selon leur taille. Les plus grosses particules, celles colorées en jaune, restent près de la côte. Les moins lourdes, en bleu, sont entraînées un peu plus loin, et les particules les plus fines, colorées en orange, sont emportées par les vagues et les courants encore plus loin. On peut voir que les couches de sédiments se déposent les unes à côté des autres. Les particules de sédiments dans les couches se trient suivant leur taille, dans les bancs de types variés de sédiments. Ceci pourrait être un banc de galets, celui-ci de grès, celui-ci d'argile. Ainsi, les bancs se forment latéralement. Ce morceau de banc, le plus proche de la côte, est plus ancien que ce morceau du même banc plus éloigné de la côte. Ainsi, cette partie du banc au fond a le même âge que cette partie du banc au-dessus. Les autres experts en roches sédimentaires réagirent alors en déclarant que la découverte de Johannes Walter expliquait seulement la formation des roches côtières. Mais à leur connaissance,